président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi après avoir participé au sommet de l'Union africaine sur la sûreté maritime à Lomé au Togo, sommet qui a été sanctionné par la signature d'une charte pour protéger les mers et les océans. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Nous vous proposons à cette occasion le message du gouvernement avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Plus de 10 jours après le passage ravageur de l'ouragan Matthew, Haïti peine à se relever. Plus de 175 000 personnes sinistrées et vivent dans des conditions très précaires. Ban Ki-moon est allé hier et samedi plaider la cause du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Notre invité pour le magazine de ce dimanche est Madame Eugénie Gagne, directeur de l'hygiène publique et de santé environnement. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler avec vous de l'hygiène des mains pour sauver des vies. L'hygiène des mains pour sauver des vies, de quoi s'agit-il? L'hygiène des mains, c'est pour sauver des vies, comme vous le dites. En fait, l'hygiène des mains, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon pour maintenir la propreté des mains. Propreté des mains pour sauver des vies. La suite, c'est dans un peu plus de 25 minutes et c'est à tout à l'heure. À tout à l'heure donc, madame. À tout à l'heure. Nous vous le disions à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier samedi après avoir participé au sommet de l'Union africaine sur la sûreté maritime à Lomé au Togo, sommet qui a été sanctionné par la signature d'une charte pour protéger les mers et les océans. Revenons sur ce sommet de l'Union africaine sur la sûreté maritime à Lomé au Togo. C'était hier et nous allons suivre le reportage de notre envoyé spécial Jérôme Kofi à Boulin. La protection des océans, c'est le vœu cher aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en session extraordinaire ce samedi dans la capitale togolaise. Travaux pour réfléchir sur la sécurité et la sûreté maritime ainsi que sur le développement en Afrique. Pour le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, hôte de la conférence, il s'agit à travers cette rencontre de Lomé d'offrir aux fils et filles du continent un cadre d'épanouissement sécurisé, prospère et intégré qui englobe nécessairement les terres et les mers. Tout comme lui, ainsi que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosana Dlamini Zuma, le chef de l'État tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'UEA, considère que la charte à adopter est indispensable à la lutte contre l'insécurité maritime. La charte constitue un instrument juridique facilitant la mutualisation de nos moyens et la mise en place des mécanismes de coordination et de surveillance dans un cadre unifié de lutte contre toutes les menaces sur l'espace maritime. Elle permettra également de promouvoir le commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, ainsi que la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs. Parmi les chefs d'État et de gouvernement présents à cette session extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est donné l'occasion de rencontrer successivement en marge des travaux plusieurs personnalités. Il s'agit des présidents kenyans, togolais, béninois, équato-guinéens et le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Des rencontres s'inscrivant dans le cadre des échanges bilatéraux. Jérôme Kofi à Boulin. Toute autre chose à présent, le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique a organisé durant 2 jours à New York des journées de promotion économique de la Côte d'Ivoire. Ces journées qui ont mobilisé plusieurs investisseurs américains, canadiens et mexicains ont été l'occasion pour la délégation ivoirienne conduite par la ministre Kandia Camara qui représentait le gouvernement ivoirien de présenter les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Venance Maniamia.
C'est une forte délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale représentant le gouvernement ivoirien qui est parti présenter les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire aux investisseurs américains, canadiens et mexicains. En organisant ces journées de promotion de l'économie ivoirienne aux États-Unis, l'État entend diversifier ses partenaires économiques afin d'accélérer son développement. Et justement, dans cette dynamique, l'un des temps forts de ces journées a été la signature des accords de partenariat entre le port international de Miami et les deux ports de Côte d'Ivoire. Au-delà de ces deux ports, ce sont des affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc je voudrais lancer un appel à tous les investisseurs américains. La Côte d'Ivoire, c'est 24 millions d'habitants, mais la Côte d'Ivoire est la locomotive de la sous-région. Et cette sous-région, c'est plus de 300 millions de personnes. Et donc, vous voyez que c'est un marché qui est large. L'objectif, c'est de créer des emplois. L'objectif, c'est de relancer l'économie afin que la Côte d'Ivoire continue de jouer son rôle de moteur au niveau de l'UEMOA, au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO. C'est de faire en sorte qu'à partir de la Côte d'Ivoire, que l'économie de toute l'Afrique soit boostée. Le marché ivoirien semble intéresser les investisseurs américains, canadiens et mexicains au regard de l'engouement qu'il y a eu pendant ces deux journées promotionnelles. Plusieurs intentions d'investissement ont été annoncées. Ces investisseurs nécessairement auront besoin de visas pour se rendre dans notre pays. Nous sommes disposés à tout mettre en œuvre pour leur faciliter les procédures de visa. Ces journées de promotion de l'économie ivoirienne aux États-Unis ont été organisées par le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les dirigeants des puissances émergentes BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud tiennent ce week-end leur sommet annuel en Inde à l'heure où leur poids est diminué par leurs difficultés économiques. Les BRICS représentent 53% de la population mondiale et 16 000 milliards de dollars de PIB. Ils ont été constitués en 2011 dans le but d'utiliser leur influence économique et politique conjointe afin de contrebalancer l'Occident dans la gestion des affaires du monde. Deuxième grand titre de cette édition, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Nous vous proposons à cette occasion le message du gouvernement avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly. À travers le choix de ce thème, la communauté internationale marque la nécessité pour l'agriculture de s'adapter au changement climatique afin de nourrir de manière durable la population mondiale en augmentation continue. Cette orientation consolide ainsi la déclaration d'Abidjan lors de la tenue de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'agriculture en Afrique à Abidjan en avril 2016, qui consiste à pratiquer une agriculture résiliente au changement climatique. Elle traduit ainsi et de façon nette l'alignement des positions des États africains dans le secteur agricole. Une convergence de vues absolument vitale au regard des enjeux pour l'Afrique, beaucoup plus victime que responsable de la dégradation effrayante de l'environnement, avec ses conséquences sur les productions agricoles. En cela, les ministres africains ont décidé de capter des financements importants prévus par les instances internationales lors de la COP22 qui se tiendra en fin d'année à Marrakech. Notre but est d'obtenir une répartition claire et équitable des fonds climat attendus entre des actions d'atténuation et celles de l'adaptation. Promouvoir et favoriser la mise en œuvre des projets concrets et innovants en matière de gestion des sols, en matière de l'eau agricole, de gestion des risques climatiques, de renforcement des capacités et de financement innovants. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui partage le leadership africain avec le Maroc, dans cette bataille de recherche de fonds additionnels, les projets sont à la mesure des ambitions.
le gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est engagé à investir massivement dans l'agriculture vivrière afin de produire à toute saison des produits vivriers de qualité et accessibles à tous. Après le Kenya, la Côte d'Ivoire, hub sous-régional dont les retombées de la croissance agricole irriguent l'Afrique de l'Ouest, a été choisie pour abriter la prochaine édition du Forum de la Révolution verte en Afrique, prévu en 2017. Un reportage de Lanciné Bakayoko et Adama Kone. Rendons-nous maintenant à Méagui pour parler de café et de cacao. Les producteurs de ces localités s'organisent pour de meilleures productions et développer également leur localité. Thérèse Tapeyoboué. Méagui fait partie de la nouvelle boucle du cacao. On y trouve de nombreux producteurs qui sont malheureusement dans des localités où manquent les infrastructures de base. Écoles, adduction d'eau potable, routes, centres de santé. C'est une injustice qu'il faut corriger au plus vite en donnant le rôle principal à ces communautés-là, de sorte qu'elles soient proactives, mais en faisant en sorte aussi que tous les partenaires puissent jouer leur rôle et qu'ensemble, on atteigne un résultat durable. Une plateforme a été organisée récemment à Méagui en vue de faciliter une communication entre les acteurs du développement et les représentants directs de ces communautés pour la prise en compte de leurs besoins. Des besoins qui se résument en construction de pompes hydrauliques villageoises, d'écoles, de centres de santé, de reprofilage des routes. Des actions qui permettront aux producteurs de cette région, grandes productrices de cacao et de café, de bénéficier aisément du fruit de leur labeur. De Méagui à l'ouest, cap sur Bondoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire pour accompagner les femmes à être plus autonomes. Dans cette localité, un fonds est initié à leur intention. Il s'agit du FAB-BO, Fonds pour l'autonomisation de la femme de Bondoukou. Ce fonds leur permettra d'exercer des activités génératrices de revenus. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes de Bondoukou. C'est l'objectif du FAFBO, Fonds pour l'autonomisation de la femme de Bondoukou. Un fonds initié par Moritimité, cadre de la région. Un montant de plus de 5 millions de francs CFA dégagé pour permettre aux femmes d'exercer une activité génératrice de revenus. Je souhaite vous embrasser bon usage. Cela permettra également à d'autres mamans, à d'autres femmes de pouvoir en bénéficier. Un appui financier mis à la disposition des femmes pour leur permettre de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille et aussi leur garantir une vie épanouie. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui a un fonds de commerce. Mais avec ces 50 000 francs, moi personnellement, je vous promets multiplier ça en des centimes. Grâce à ce fonds, nous devons assumer notre responsabilité de pilier du foyer pour notre épanouissement personnel et celui de nos familles. Un fonds remboursable et sans taux d'intérêt. Les bénéficiaires souhaitent voir davantage de telles actions dans leur région afin de faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique du pays. Et c'était un commentaire de Moussa Konaté. Parlons maintenant de la lutte contre le commerce illicite du bois en Côte d'Ivoire. Cette lutte est soutenue par la société civile ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Éric Goré. 70% des produits forestiers de la Côte d'Ivoire sont exportés vers les pays de l'Union européenne. C'est pour permettre une gestion durable de ces ressources forestières qu'un processus est mis en place. Le processus de négociation APV-FLEC vise à assurer la bonne gouvernance dans le secteur du bois en Côte d'Ivoire. L'initiative est de l'Union européenne. L'objectif de ce projet était de renforcer un peu les capacités et mettre en place des outils qui permettent à l'ensemble de la société civile d'être représentative de la population ivoirienne. L'APV-FLEC implique la société civile dans ce processus de négociation afin de protéger les droits des populations bénéficiaires. La société civile a son mot à dire. Et dans ce cadre-là, la société civile a défini ses priorités. Et les priorités sont de 4 ordres. Il s'agit de la sécurisation foncière,
Il s'agit du partage des bénéfices issus de l'exploitation du bois. Il s'agit de l'information à rendre publique et de la gestion durable des forêts. Le processus de négociation APV-FLEC a démarré en Côte d'Ivoire le 1er avril 2014 et il a pris fin le 30 septembre 2016. Pendant 30 mois, les parties prenantes à ces négociations ont proposé des solutions pour un secteur de bois légal. Autre information dans cette édition, le ministère du Transport renforce le contrôle des documents relatifs à la conduite de véhicules en Côte d'Ivoire, notamment le permis de conduire, une application permettant de détecter chez les permis falsifiés grâce à un téléphone mobile vient d'être créé. Francis Boifo nous en parle. À partir d'un téléphone portable configuré et doté d'une application du Centre de gestion intégré CGI, il est possible de vérifier l'authenticité des titres de transport sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, au contact d'un permis de conduire en règle, vous avez toutes les informations, et cela en 30 secondes. En revanche, aucun indice sur l'écran quand le permis est faux. L'utilisation de cet outil de contrôle routier a fait l'objet d'une formation à l'attention d'une cinquantaine de policiers. Cet outil permettra à nos hommes d'être plus performants sur le terrain, en temps réel d'avoir un résultat. Et donc, je dis c'est l'amélioration des conditions de travail du policier qui est ainsi créée par cette structure. Cela nous permettra en temps réel d'enlever les permis inutiles sur le terrain. Pour le directeur général du Centre de gestion intégré, Ibrahim Koné, l'utilisation des technologies dans la sécurisation des titres du transport s'inscrit dans la vision du gouvernement. À partir du moment où vous avez un accès sécurisé à l'information, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité de réaction et d'améliorer vos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est l'objectif de la réforme actuelle. Bientôt, cet outil qui permettra de traquer les faussaires des titres de transport sera officiellement remis aux policiers. Francis Boifo, les usagers des ascenseurs des tours de la cité administrative du plateau, nous sommes dans le district d'Abidjan, sont confrontés à d'énormes difficultés. La plupart des ascenseurs dans cette cité sont en panne. Une triste réalité, cette situation provoque des tensions entre usagers, mais comment ? Vous le verrez tout à l'heure, mais sachez que des dispositions sont en train d'être prises pour régler ces difficultés. Venant Seman Niamien s'est rendu dans ces tours. Voici son constat. Cité administrative du plateau. Construite entre les années 70 et 80, elle reste le témoin récent du miracle ivoirien et le dernier projet de planification urbaine moderniste qu'a connu la métropole d'Abidjan. Mais au pied des tours de cette cité qui a toujours fait la fierté des Abidjanais, la réalité est tout autre. Dans cette cité qui abrite la plupart des ministères et plusieurs administrations publiques, la quasi-totalité des ascenseurs sont en panne. C'est un calvaire pour nous parce qu'on a tous les problèmes pour nous rendre dans nos lieux de service. Parce que tous les ascenseurs sont arrêtés et les deux ascenseurs qui sont là, le A2 et l'ascenseur réservé, c'est les deux là qui marchent. Souvent les matins, on accuse un retard de 15 à 20 minutes du fait que les ascenseurs ne fonctionnent pas bien. Il y a une longue queue, et donc il y a ça. Et puis bon, vous n'avez pas la chance qu'une autorité qui arrive, mais là, on vous fait attendre pour que l'autorité aille d'abord et avant que vous ne veniez. Nous sommes dans le hall de la tour D, la tour la plus haute de la cité, 28 étages. Elle est l'une des plus visitées de ce centre administratif. L'édifice abrite 5 ministères. Ici, sur les 4 ascenseurs qui vont au-delà du 15e étage, seulement 2 sont fonctionnels. Un réservé aux ministres et aux personnalités et l'autre au personnel et visiteurs. Aux heures de pointe donc, la situation est infernale. Nous, les handicapés qui travaillent là ici, chaque matin, quand nous bouge, nous nous sommes tombés. Que vraiment l'État fasse quelque chose pour que ce problème soit réglé au plus tôt. La semaine passée, le rang était tellement long que j'ai perdu au moins 40 minutes. Quand je suis arrivé vers les 11h15, arrivé là-bas, fatigué, le personnel est j'ai attendu sur le soir. Mais comme ça, c'est pas bon. C'est ainsi dans toutes les tours de la cité administrative. Et ce ne sont pas les usagers de la tour C qui diront le contraire. Sur les 4 ascenseurs qui conduisent au-delà du 11e étage de cette tour qui en possède 22,
Seul un fonctionne, de quoi provoquer très souvent des bousculades. Et donc pour éviter ces situations désagréables, les usagers eux-mêmes s'imposent des règles. Tout le monde doit faire le rang. Les plus impatients et aussi ceux qui ne vont pas au niveau les plus élevés de l'immeuble préfèrent emprunter les escaliers. On est aussi pressé le plus souvent, donc on est obligé de passer par les escaliers pour arriver un peu vite. Voilà, sinon au niveau des ascenseurs, on peut attendre près d'une heure et ça ne vient pas. Une autre situation qui n'est pas faite pour arranger les usagers, c'est l'absence de lumière dans certains escaliers, comme ici à la tour A. En plus des ascenseurs qui ne marchent pas pour la plupart, ils doivent encore braver l'obscurité. Les pannes d'ascenseurs à la cité administrative deviennent insoutenables. Pourtant, au pied de cette tour, les techniciens de l'entreprise chargée de la maintenance des ascenseurs sont toujours présents. Ils assistent impuissants aux difficultés des usagers. Selon certaines indiscrétions, l'État doit d'importants arriérés à cette entreprise. Des informations confirmées par le directeur de la construction, de l'architecture et de la maintenance qui confesse que c'est un peu plus de 7 milliards de francs CFA à ce jour que l'État doit à cette entreprise. Et cette situation empêchait CFAO de s'approvisionner régulièrement en pièces de rechange. Conséquence, sur les 37 ascenseurs que comptent les tours de la cité administrative, seulement 22 fonctionnent correctement. Le directeur de la construction, de l'architecture et de la maintenance rassure. Bientôt, une solution sera trouvée afin de mettre fin aux difficultés des usagers. Nous avons préparé une communication au Conseil des ministres et cette communication a été adoptée par le gouvernement le 6 juillet 2016. Donc le gouvernement a adopté les mesures disant que chaque année, par exemple en 2017, sur 3 ans, en 2017, le budget mettra en place 2,5 milliards. En 2018, 2,8 milliards. En 2019, 2,5 milliards. Si cette programmation budgétaire est respectée, à la fin de 2019, on ne devrait plus pouvoir constater d'ascenseurs malades. En attendant qu'une solution durable et définitive ne soit trouvée aux ascenseurs de la cité administrative, les usagers devront encore prendre leur mal en patience. Ils devront toujours s'imposer la discipline afin que les quelques-uns encore en bon état ne cèdent sous le surpoids et la surexploitation. Et c'était un reportage de Venance Herman Niamien. Un mot d'éducation. Les enfants du village de Nenadi Zia dans le département de Kouibli vont désormais recevoir du savoir dans de meilleures conditions. Leur école vient d'être réhabilitée par l'Union européenne à hauteur de 80 millions de francs CFA. Doigt de laser. Les tout petits de Nenadi Zia, ce village de la sous-préfecture de Totrodrou, dans le département de Kouibli, recevait des cours dans des conditions difficiles depuis plusieurs années. Désormais, c'est la fin du calvaire. L'école est réhabilitée par l'Union européenne. Un bâtiment de 6 classes d'un coût global de 80 millions de francs CFA. Ouf de soulagement donc pour les parents, élèves et enseignants de Nenadi Zia. Nous avons souffert pour avoir accès à l'école. Certains marchaient pour aller à Zéo, chez les catholiques, ou à Bangolo, pour faire l'école. D'autres marchaient pour aller à Fakobli, ou à Thierry Siabli, chez les prêtres, pour aller à l'école. C'était difficile. Ces enfants-là, on ne doit pas les laisser dans la souffrance. Les meilleurs élèves de cet établissement et ceux de la sous-préfecture de Totrodrou ont été primés au cours de la cérémonie. Des kits scolaires leur ont été offerts en guise de récompense. L'occasion également pour les populations de Nenadi Zia d'exhorter les autorités gouvernementales à se pencher sur le problème de route qui constitue un frein au développement de la sous-préfecture de Totrodrou. La Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, a tenu son 5e congrès ordinaire. À l'issue de cette rencontre, le colonel Mamadou Traoré a été élu pour un mandat de 4 ans. Adrienne Grascando. Les assises du 5e congrès ordinaire de la... Le colonel Mamadou Traoré est le nouveau secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI. Il a été élu au cours du 5e congrès ordinaire de l'organisation syndicale.
Fragmentation, scission et bicéphalisme au sein des syndicats, autant de problèmes auxquels le nouveau secrétaire général compte apporter des réponses. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs reste aussi une préoccupation. Nous participons à ce qu'on pourrait dire à l'arbitrage, à la régulation de tout ce qui est social dans ce pays. Le nouveau code du travail, à la confection duquel nous avions pris une partie très importante, et également la détermination du nouveau CIMIC et au CIMAC, le minima catégoriel qui concerne les différents secteurs d'activité. L'État a un intérêt particulier à soutenir les syndicats dans leur action de développement et surtout de dialogue, promotion du dialogue social. La question de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution a été également au centre de ce congrès. Nous, les centrales syndicales, nous devons partager nos réflexions à l'effet d'avoir une position pour enrichir ce débat, mais surtout pour amener les populations à pouvoir aller au vote de la Constitution dans la transparence, la quiétude et que ce référendum cimente la paix sociale et nous donne des perspectives d'un meilleur syndicalisme en Côte d'Ivoire. La Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire regroupe plus d'une centaine de syndicats relevant de tous les secteurs d'activité. Et sachez que plus de 10 jours après le passage ravageur de l'ouragan Matthew, Haïti peine à se relever. Plus de 175 000 personnes sinistrées sont toujours dans des abris provisoires. Elles vivent dans des conditions très précaires. L'ONU estime que près d'1,5 million d'Haïtiens ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. Et Ban Ki-moon est allé hier et samedi plaider la cause du pays. L'ONG, l'organisation non gouvernementale Groupe biblique Louange de vie au chevet des veuves du quartier Koweït, et nous sommes dans la commune de Yopougon. Elles ont reçu de cette organisation un appui pour la réalisation de projets agricoles. Vinance Eman Niamien. Toutes seules à se retrouver le plus souvent avec de nombreux enfants. Les veuves peinent à s'en sortir. Scolarisation, loyer, factures, nourriture. Bref, elles sont au bord du gouffre. Certaines d'entre elles exercent de petits commerces pour joindre les deux bouts, mais pas suffisants pour faire face aux nombreuses charges. Ce sont ces veuves qui constituent la cible privilégiée d'une ONG. Le groupe biblique Louange de vie soutient un projet agricole destiné à une centaine de veuves. Projet qui, à terme, leur permettra de se prendre en charge. Il va s'agir concrètement de suivre ces veuves de bout en bout en leur apprenant par exemple la comptabilité simplifiée et comment optimiser son gain. Le président de l'ONG, Frank Martin Youbou, a exprimé son engagement en faveur d'un combat aussi noble. Pour lui, ces veuves doivent bénéficier d'une attention particulière. Il plaide donc à ce qu'un fonds leur soit exclusivement dédié ou un mécanisme leur permettant, elles et leurs enfants, de sortir la tête de l'eau. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au président de l'ONG Groupe biblique Louange de vie. Selon elle, cette ONG n'est pas à sa première initiative. À des célébrations comme la fête des mères ou à des rentrées scolaires, l'ONG leur apporte des appuis. Toujours en religion, les veuves et les orphelins de l'église Pentecôte de Williamsville viennent de recevoir des dons estimés à un peu plus d'1 million de francs CFA. Ils ont reçu du riz, du savon, de l'huile et des kits scolaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur et c'était en présence de notre reporter Douadi Lazer. Des sacs de riz de 5 kg, des bouteilles d'huile, des complets pagnes, des pâtes alimentaires, des kits scolaires et des enveloppes d'une valeur chacune de 300 000 francs CFA constituent le lot de dons reçus par les veuves et orphelins de l'église Pentecôte de Williamsville. Pour les fidèles de cette église, qui en sont les donateurs, ce geste trouve son sens dans la Bible et vise à soutenir un tant soit peu ces personnes vulnérables, surtout en cette période de rentrée scolaire. Lorsqu'on se réfère au temps d'Israël, on a vu que les Israélites, lorsqu'ils devaient moissonner, devaient laisser dans leur champ le reste de la moisson qui servait aux veuves, orphelins et étrangers. Nous croyons que partout où les chrétiens se trouvent, que chaque chrétien
fasse un effort pour honorer soit la veuve ou l'orphelin. Un geste salvateur, apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont promis en faire bon usage pour leur mieux-être. Qui a plus de larmes qu'une veuve? Une veuve, quand elle est contente, elle pleure. Quand elle est en joie, elle pleure. Toujours, elle a des larmes aux yeux. Tous ceux qui ont mis l'idée ensemble de faire un don aux orphelins et aux veuves, je leur dis merci. Au cours de ce culte spécial organisé en l'honneur des veuves et des orphelins, ce sont environ 1 500 000 francs CFA de dons en vivres et en non-vivres qui ont été distribués. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir Madame Eugénie Gague, directeur de l'hygiène publique et de santé environnement. Madame, avec vous, nous allons parler de l'hygiène des mains pour sauver des vies. Mais en attendant d'échanger avec vous sur le sujet, nous allons suivre ce reportage de Grace Kando. Se laver les mains avec du savon avant de manger. Un geste exécuté par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce lieu de vente d'Atiéké dans la commune de Port-Boué. À travers cette action, Raymond Goudou Kofi donne le top départ de la 9e édition de la Journée mondiale du lavage des mains. Nous avons choisi Port-Boué parce que justement, il y a des actions qui ont été menées au départ et nous sommes venus un peu évaluer et voir comment les choses se passent. Nous sommes assez satisfaites parce que nous avons l'appui de nos partenaires et par rapport à la campagne que nous avions menée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, nous avions lancé cette technique du lavage des mains en 10 étapes qui nous permet de sensibiliser à partir de la base. Aujourd'hui, nous sommes venus repasser ce message avec nos enfants et puis nous adresser également aux adultes. Le lavage des mains a la possibilité de réduire les maladies jusqu'à 40%. C'est probablement l'une des meilleures interventions du 19e siècle dans les maternités. C'est ce qui a vraiment réduit les infections postpartum, qui sont des infections après l'accouchement, et les maladies diarrhéiques. Le lavage des mains doit être une habitude, un message qui trouve déjà un écho favorable. Barthélemy, vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a fabriqué un dispositif artisanal de lavage des mains. Mon dispositif de lavage des mains, fabriqué par le bois, bambou de Chine, liane, bambou de raffia, avec la cendre qui est à côté, qui représente le savon. À l'époque, la cendre nous servait de savon. C'est ça que nos parents prenaient pour faire leur lessive. D'autres moyens artisanaux de lavage des mains existent. Ils ont été confectionnés par des volontaires soucieux de l'hygiène. Ces derniers sont les lauréats du concours national du meilleur dispositif du lavage des mains. Les acteurs de la restauration, selon le ministère de la Santé, doivent être au premier rang dans la lutte contre les maladies liées aux mains sales. 300 maquis et autres lieux de vente vont bénéficier des dispositifs de lavage des mains dans les prochains jours dans la commune de Port-Boué. Alors, docteur, l'hygiène des mains pour sauver des vies, de quoi s'agit-il? Alors, comment l'hygiène des mains, justement, peut sauver des vies? Et cela, nous avons suivi tout à l'heure dans le reportage d'Adrienne Grace Kando que cela est plus que traditionnel. Merci, M. Alvor Assa. Avant toute intervention, je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, remercier les autorités de la RTI qui nous permettent de parler à la population aujourd'hui. Allez-y. Je dirais que le lavage des mains, c'est un geste très simple, mais qui peut sauver des vies. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, a décidé de célébrer cette journée mondiale du lavage des mains tous les 15 octobre de chaque année. Cette année, nous avons anticipé cette célébration. Donc, c'était hier, la journée, la Côte d'Ivoire a anticipé.
C'est cela. Qu'est-ce que vous avez pu mener comme activité justement lors de cette journée et avant cette journée ou après cette journée? Ben, ça fait quelques années que nous menons des activités de sensibilisation. En fait, avec la venue de la maladie à virus Ebola, des mesures de prévention ont été mises en place sous le leadership de Mme Goudou Raymond Kofi, ce qui nous a permis de ne pas avoir la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Fort de cela. Il n'y en a pas eu en Côte d'Ivoire. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous confirmez? Je confirme. Très bien, allez-y. Après cela, nous avons toujours continué nos mesures de sensibilisation au travers des spots que vous nous passez à la télé, au travers des séances de sensibilisation aux leaders communautaires, au travers des radios de proximité également. Nous avons installé aussi des dispositifs de lavage des mains dans les établissements sanitaires, dans les écoles et dans certains lieux publics pour que la population essaie de s'approprier le lavage des mains à l'eau et au savon. Que la population essaie et qu'elle s'approprie ce système, cette stratégie de lavage des mains. On a vu tout à l'heure la ministre Raymond Goudou Kofi elle-même se laver les mains. Alors, il y a des étapes. Oui, voilà. Évidemment, parce que souvent, quand on voit les gens prendre 2 cuvettes et se laver tous les mains dans les 2 cuvettes, ça n'arrange pas la disparition des maladies des mains sales. Il faut avoir 2 seaux et avoir une certaine technique. Et la technique se fait en 10 étapes. On a l'impression que c'est très long, mais quand on la maîtrise, ça se fait en 30 secondes. 10 Je étapes, vous explique. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand on ne sait pas, mais c'est peu, c'est juste 30 secondes. 30 secondes, allez-y. Donc je vous explique, il faut d'abord recevoir le filet d'eau dans les mains avant de mettre le savon. Après avoir mis le savon, on se frotte les mains d'un mouvement circulaire. Après cela, il faut se frotter le dos des mains. Après avoir frotté le dos des mains, on se lave le dos des doigts. Après cela, c'est les pouces. Après cela, c'est la pulpe. Et puis, on se rince les mains et on attend que les mains soient secs. Alors, madame, vous allez reprendre ces 10 étapes. On va élargir juste un peu plus. Alors, reprenez ces 10 étapes. On élargit juste un peu plus. Voilà, on a la ministre. Oui, les 10 étapes. Là, c'est très rapide. Là, voilà, et c'est parti. Maintenant, avec vous, ces 10 étapes. Il faut d'abord recevoir le filet d'eau dans la main. Après cela, on se met le savon dans la main. On se frotte les mains d'un mouvement circulaire. Après cela, on se lave le dos des doigts. Après, ça, c'est autour des pouces. Après les pouces, c'est la pulpe des doigts, dans le creux de la main. Très bien. Et on se rince les mains et on laisse les mains sécher. Tout simplement. À l'air libre. À l'air libre ou bien avec un Kleenex, comme on le dit, et on fait des tamponnements. Et à partir de là, on peut manger avec la main, comme on a vu à l'instant la ministre Raymond Goudou Kofi manger avec sa main. Alors, est-ce que vous sensibilisez régulièrement les populations ivoiriennes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là où nous sommes? Il y a des populations qui se rendent régulièrement à certains endroits, des maquis, où on ne préfère manger qu'avec la main, surtout dans les garbadromes. Le garbadrome, on va expliquer à nos téléspectateurs, c'est de la téké. La téké est du poisson très salé, du piment et tout ce qui accompagne. Et les populations ivoiriennes préfèrent manger ce mets avec la main. C'est ça. Est-ce que vous sensibilisez justement ces populations? Oui, dès que nous avons l'opportunité, nous ne ratons pas l'occasion de sensibiliser la population. En 2012, par exemple, quand on a commencé vraiment les mesures d'hygiène, les mesures pour éviter certaines maladies, les maladies manuportées, on a sensibilisé 1000 enfants à Koumassi
après nos séances de sensibilisation se sont reportées à l'intérieur du pays et 250 000 enfants ont été exposés à nos séances de sensibilisation. Cette année, dans les garbadromes, on a choisi des garbadromes d'Abobo et de Yopougon. On a installé des dispositifs de lavage des mains. À Bobo et Yopougon, il n'y a pas qu'à Bobo et Yopougon où l'on il faut bien commencer par quelque chose, M. Alvor Rassa. Oui, donc, on a commencé par Abobo et Yopougon et après, on ira dans les autres communes. Donc, je disais... Après, très rapidement, hein, justement. Très rapidement. Ça se fera très rapidement. Parce que ça se mange le garba ici à Yopougon, oui, à Cocody, pardon. Très rapidement, ça se fera. Donc, je disais qu'on a installé des dispositifs de lavage des mains dans les garbadromes. On a sensibilisé déjà les propriétaires des garbadromes et on a également sensibilisé les clients qui fréquentaient ces garbadromes. Malheureusement, on a constaté que sur 881 clients de garbadrome à Bobo, 378 savaient approximativement se laver les mains correctement. À Yopougon, c'est 1020 personnes qui se sont lavé les mains à l'eau et au savon, et il y a environ 300 personnes. Le 15, hier, nous sommes allés dans les hypermarchés et on a sensibilisé également les gens au lavage des mains à l'eau et au savon. Là aussi, le constat a été le même. Sur au total 2100 personnes que nous avons sensibilisées, seulement 34% des personnes savaient se laver assez correctement les mains. Donc, vous conviendrez avec moi que les séances de sensibilisation vont se poursuivre. Tout à fait. Et à Abidjan et à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, nous le faisons déjà en impliquant résolument les leaders communautaires. Très bien. Alors, à l'entame de l'émission, nous avons parlé de la maladie à virus Ebola. Outre cette maladie, quelles sont les autres maladies liées aux mains sales que l'on peut éviter avec le lavage des mains? Nous en avons une panoplie. Wow. Vous avez, oui, la fièvre typhoïde, le choléra, les maladies respiratoires, l'hépatite virale. Est-ce que la population s'est informée, justement? Si, les populations sont informées. On essaie de les informer autant que faire se peut. Oui, sur ces maladies, justement. Sur ces maladies, sur les maladies des mains sales. Parce que ce sont des maladies qui se contractent facilement. Une maman qui donne à téter à son enfant, qui ne se lave pas les mains, qui a le sein sale, tout de suite, l'enfant peut contracter une infection. Et lorsqu'on salue les populations avant d'aller manger sans se laver les mains, obligatoirement, on peut contracter certaines maladies. C'est pourquoi il est conseillé de se laver les mains au sortir à des moments clés. Au sortir des toilettes, avant de manger, quand on rentre à la maison, quand on a visité un malade, il faut se laver les mains. Alors, tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous avez ciblé les enfants et les personnes âgées. Évidemment, oui. Les personnes âgées, tout le monde. Ce ne sont pas que les enfants et les personnes âgées. Il y a les adultes, il y a les femmes, mais les enfants sont la cible prioritaire. Sont la cible prioritaire parce que ce sont les adultes de demain. Ce sont eux qui vont transmettre nos messages. Et grâce à cela, les maladies manuportées vont disparaître petit à petit de notre pays, on espère, et on aura... on ira jusqu'à amener les populations à se laver les mains et à bien manger surtout avec les mains, surtout que c'est traditionnel. Est-ce que vous avez le taux de contamination des personnes qui ne se lavent pas les mains sans effrayer les populations? Avec notre petite enquête, on a vu que... Avec l'échantillon, hein, justement. Voilà, on a vu que, bon, sûrement qu'ils se lavent les mains, mais ils ne se lavent pas les mains correctement. Donc, c'est comme si ils ne se lavaient pas les mains. 34% seulement du petit échantillon savaient se laver correctement les mains. Et le reste? Et le reste, bon, ils bricolent. Mais on espère qu'avec les séances de sensibilisation qu'on va continuer,
chacune des personnes qu'on aura sensibilisées pourra se laver correctement les mains et n'aura pas les maladies manuportées. Alors, bon, l'Ebola, on ne va pas en parler, ce n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire, Dieu merci. Il y a eu d'autres maladies. Est-ce qu'avec votre stratégie, avec cette campagne, vous avez pu éviter aux populations certaines maladies? Oui, évidemment. Depuis surtout que la Côte d'Ivoire, depuis 3 ans qu'on célèbre ces journées. Parce qu'après ces journées, on ne s'arrête pas qu'à ces journées, on continue. Surtout la sensibilisation de proximité, c'est ce que vous disiez à l'instant. Oui, c'est ça. Oui. On a pu éviter certaines maladies. C'est ça. Tout à fait. En fait, je ne peux pas vous donner le taux exact de personnes qui ont pu éviter les maladies manuportées, mais nous sommes sûrs qu'avec ces mesures de prévention, certaines personnes ont sûrement évité les maladies manuportées. D'autant plus que ces maladies, en 2013, selon le RAS, le rapport annuel de santé, 70% de personnes étaient exposées aux maladies diarrhéiques. Et là, ce sont ceux qui vont dans les hôpitaux. Donc les chiffres sont sûrement sous-estimés. Et 75 000 enfants, chaque année, meurent. Et 15% de ces enfants meurent à cause des maladies diarrhéiques. Malheureusement. Malheureusement. On peut le dire. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions à l'instant Madame Eugénie Gagne, directeur de l'environnement et de la santé publique. Merci Madame. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI.